L'univers, son immensité, ça donne le vertige, hein. Et on se demande comment on a bien pu faire pour mesurer les distances là-haut. C'est un peu ça le cœur de notre exploration aujourd'hui. L'ingéniosité humaine derrière ce qu'on appelle l'échelle des distances cosmiques. On va voir le comment. Pour ça, on s'est penché sur pas mal de documents qui expliquent ces méthodes, des plus anciennes aux plus modernes. Un peu comme ce qu'on trouve chez certains vulgarisateurs, vous voyez le genre. L'idée, c'est de dévoiler un peu les étapes clés, les astuces qui nous ont permis de grimper cette échelle, barreau après barreau. Tout à fait. Et il faut se rappeler au départ, après Kepler, on connaissait la forme du système solaire, les proportions, oui, mais pas la taille réelle, quoi. Il manquait une mesure, une seule distance pour tout calibrer. C'était ça la quête initiale. Et la première marche, c'était quoi alors? La parallaxe, c'est ça? Oui, la parallaxe, c'est un peu comme nos deux yeux qui nous donnent le relief. On observe un objet, disons Vénus, depuis deux endroits différents sur Terre. Et on regarde comment sa position change par rapport aux étoiles lointaines qui, elles, ne bougent pas. Simple en théorie. Mais j'imagine que l'angle doit être minuscule, non? Ah oui, minuscule. Pour Vénus, c'est de l'ordre de la minute d'arc. C'est un soixantième de degré. Presque rien. Difficile à mesurer directement à l'époque. Alors, comment on a fait? C'est là qu'intervient l'idée géniale d'Halley, utiliser le transit de Vénus, son passage devant le disque solaire. Plutôt que de mesurer l'angle, on mesure la durée du passage depuis des points très éloignés sur Terre, un au nord, un au sud. Ah, la durée. Malin. Oui, la différence de durée observée, elle, dépend directement de la parallaxe. Un peu de trigonométrie et hop, on calcule la distance Terre-Vénus. C'était la clé. D'accord. Et une fois qu'on a Terre Vénus? On en déduit facilement la distance Terre-Soleil, la fameuse unité astronomique, l'UA. C'est notre premier vrai barreau d'échelle, la règle de base du système solaire. Ok, donc l'UA nous donne l'échelle du système solaire. Mais pour les étoiles, c'est une autre paire de manches, j'imagine. Exactement. L'UA, c'est fondamental, mais ça nous mène à peine à la porte. Pour les étoiles, il faut changer de méthode, ou plutôt adapter la parallaxe. Comment ça? L'adapter? Au lieu de prendre deux points sur Terre, on prend deux points sur l'orbite de la Terre. On mesure la position d'une étoile proche par rapport au fond du ciel et on refait la mesure 6 mois plus tard, quand la Terre est de l'autre côté du Soleil. Et les... Si les angles deviennent gigantesques, du coup, Voilà. deux fois la distance Terre-Soleil, mais même avec ça, Les angles restent minuscules, j'imagine. ridiculement petit. Hmm. Pour Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche, c'est 1,5 secondes d'arc. C'est l'angle sous lequel on verrait une pièce de 10 centimes à presque 2,5 km. Ouais, incroyable. Qui a réussi ça en premier? C'est Bessel en 1838. Une prouesse pour l'époque. Mais bon, cette parallaxe stellaire, elle a ses limites, hein. Oui, lesquels? On ne peut pas mesurer toutes les étoiles comme ça. Non, loin de là. Ça ne marche que pour les étoiles les plus proches, quelques milliers tout au plus. Au-delà, l'angle est juste trop petit pour être mesuré. Donc pour aller plus loin, il fallait une autre astuce, quelque chose dont on connaîtrait la vraie luminosité intrinsèque, ce qu'on appelle une chandelle standard. Les céphéides. C'est là qu'elles interviennent. Précisément. Les céphéides, ce sont des étoiles variables, des supergéantes très brillantes dont l'éclat pulse de façon très régulière. Et au début du XXe siècle, Henrietta Swan Leavitt a fait une découverte absolument capitale en les étudiant. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a remarqué une relation directe, très fiable, plus une céphéide met de temps à faire un cycle complet de pulsation, sa période, plus elle est lumineuse en vrai, dans l'absolu. D'accord. Donc si on mesure le temps que met une céphéide à clignoter, On sait quelle est sa puissance lumineuse réelle. C'est ça qui est génial. Mesurez la période, vous avez la luminosité absolue. et ensuite pour la distance, Mais on compare cette luminosité absolue avec celle qu'on voit depuis la Terre, sa luminosité apparente. Plus c'est loin, moins ça brille, bien sûr, et ça suit une loi simple. La luminosité diminue comme le carré de la distance. Donc, hop, on calcule la distance de la céphéide. et donc de sa galaxie. Voilà. C'est comme ça qu'Hubble a pu montrer que ces fameuses nébuleuses étaient en fait d'autres galaxies, à des millions d'années-lumière. Ça a complètement changé notre vision du cosmos. Fabuleux. Mais, et pour aller encore plus loin, quand on ne voit même plus les céphéides individuellement, Alors là, on change encore de méthode. On passe à Edwin Hubble lui-même et à son observation du décalage vers le rouge, le fameux redshift. Hubble a remarqué que la lumière des galaxies lointaines était systématiquement décalée. Décalée vers les couleurs rouges du spectre. et il a compris pourquoi. Oui.
Il est établi que ce décalage vers le rouge était proportionnel à la distance. Plus une galaxie est loin, plus sa lumière est rougie. C'est l'effet de l'expansion de l'univers. Les galaxies s'éloignent de nous et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Le redshift mesure cette vitesse d'éloignement et donc la distance. Et ça marche pour les objets les plus lointains. Oui, c'est devenu l'outil ultime pour cartographier l'univers à très grande échelle, pour voir cette toile cosmique de filaments et de vide. Donc si on résume, parallaxe pour le quartier, céphéide pour les villes voisines et redshift pour les continents lointains, quoi. Une belle échelle. C'est exactement ça. Chaque étape s'appuie sur la précédente. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'ingéniosité. Ce sont des mesures indirectes, basées sur des astuces, des idées nouvelles, et bien sûr des instruments de plus en plus précis. C'est une histoire fascinante. Et aujourd'hui, cette échelle, elle est bien solide, tout est calé. Eh bien, presque. C'est là qu'intervient une petite chose intéressante pour finir. Ce qu'on appelle la tension de Hubble. La tension de Hubble, c'est-à-dire... En gros, il y a un léger désaccord, de l'ordre de 10%, entre la vitesse d'expansion de l'univers qu'on mesure près de nous, avec des méthodes comme les céphéides, et celle qu'on déduit des observations de l'univers très très lointain, comme le fond diffus cosmologique. Ah! Et ça veut dire quoi? Simple erreur de mesure? C'est la grande question, hein. Est-ce qu'on a raté quelque chose dans nos mesures, une erreur subtile, ou est-ce que ça pointe vers quelque chose de nouveau, une physique qu'on ne connaît pas encore? Ça pourrait même remettre en question certains aspects de notre modèle standard, ou peut-être même l'idée que les lois de la physique sont partout les mêmes. C'est un domaine de recherche très actif en ce moment. L'histoire n'est pas signée.